Bon, je vous propose donc de commencer, puisque Katharina et Jean-Pierre sont présents parmi nous. Donc, bienvenue dans cette activité de l'axe 1 du CRISIS, mutation des médias et de la culture. D'après ce que je constate, comme je viens de le dire à Katharina et Jean-Pierre, je suis hors champ. Je vais donc tout d'abord vous dire brièvement quelques mots sur nos deux intervenantes. Katharina Niemeyer donc, est professeure à l'école des médias, ici même à l'UQAM, et Jean-Pierre Eskenazi est professeur invité à l'école des médias également donc à l'UQAM. Ils vont intervenir sur la thématique suivante, temporalité, histoire avec un S entre parenthèses, et médias. Nous sommes aussi en vidéoconférence donc avec Arnaud Ancio à l'Université Laval. Voilà, je vous donne la parole. On va avoir à la fois une présentation des deux et puis ensuite, évidemment, nous débattrons avec Katharina et Jean-Pierre. À vous. Merci beaucoup. Donc, on avait réfléchi avec Jean-Pierre un peu comment on peut, parce qu'on a chacun eu des points communs sur comment on pense les temporalités et puis aussi des points de vue différents. Donc moi, je vais commencer pendant 5 minutes à peu près revenir sur une certaine littérature qui vient de publier il n'y a pas très longtemps sur la notion de temporalité, communication et médias. Puis après, c'est Jean-Pierre qui va intervenir et après, je réinterviendrai. Et puis ici, moi, je vais peut-être sortir mon téléphone parce que normalement, sur mon Macintosh, j'ai le temps qui passe. Justement, quand on n'a pas les temps, je vais juste sortir mon téléphone. Une montre, ça ouais. existe encore. Ça existe encore, c'est vrai. Donc voilà, doublons ça. Donc, peut-être aussi dire personnellement pourquoi on a commencé à débattre de ces questions-là. Finalement, en tout cas dans mon cas, la notion de temporalité traverse en fait mes réflexions, mes travaux depuis très longtemps, que ce soit de moi toute seule ou en travaillant en équipe avec d'autres personnes. Et je me suis rendu compte en préparant que j'avais envie de donner plein d'exemples, etc. Et je vais plus tard venir sur un ou deux exemples spécifiques, surtout sur le direct télévisuel accompli et un peu en lien avec l'histoire de la médiatisation, si on veut. Mais on s'était dit que ce serait bien d'abord de faire un peu un point sur ce qui s'est fait ces dernières années ou qu'est-ce qui a été déjà fait, mais très rapidement parce que le champ est très très vaste. Il y a énormément de publications et je pense que vous allez peut-être aussi contribuer plus tard dans la discussion. Donc déjà, très rapidement, il y a différents colloques ces dernières années dans notre champ disciplinaire, que ce soit en Media Studies, Sciences de l'Infocom, etc., où il y a des conférences qui s'organisent ou se sont organisées sur ces questions-là. Il y avait à l'université d'Oslo en 2013 un colloque qui s'intitulait Regimes of Temporality, Investigating the Plurality and Orders of Times Across Histories, Cultures, Technologies, Materialities and Media. Donc vous voyez, c'était très vaste. Ensuite, il y a eu les temporalités du web à l'ISCC au CNRS en 2015 où ça va paraître le 4 avril. Valérie Schaeffer a édité Temps et temporalité du web. Et là, nous, on était intervenus avec Josiane Jouette et Bibia Pavard sur les féminismes en ligne. Voilà, on a aussi interrogé la question des mobilisations sociales en ligne à travers la question de la temporalité. Il y a un ouvrage qui est apparu avant le congrès de la SFSIC de Domanger, Laroche et Perelang, sur reconnaissance et temporalité, où la question a été mise en avant sur la notion de la communication temporalité et la notion de reconnaissance et les notions de visibilité. Là, normalement, c'est déjà là qu'il ne marche plus le PowerPoint, à mon avis. Ah non, il va plus vite que moi. Ensuite, il y a eu le congrès de la SFSIC en 2016, temps, temporalité en information, l'ensemble du congrès tourne autour de ça. Donc, j'ai eu la chance d'y participer et écouter la plupart des présentations. Et suite à ça, il y a 4 volumes qui ont été publiés sur ces questions-là. Je les ai commandés, mais pas encore reçus. Donc voilà, je sais que d'ailleurs, Eric et Michel ont publié un chapitre dans le premier ouvrage, dans un des 3 en tout cas. Je crois que c'est Temporalité en information et communication. Oui, le premier. Et puis il y a les 4 ouvrages en fait. Moi, je vous vais laisser lire, j'ai pas besoin de l'idée, vous trouvez sur le site LSFSIC de toute façon. Donc 4 tomes, si vous voulez, qui sont parus en fait en fin 2017 autour de cette question-là suite au congrès.
Il y a aussi, donc, comme j'aime bien revenir, comme on l'entend à l'accent, je suis d'origine allemande, il y a aussi un peu des réflexions sur ça en Allemagne, mais plutôt dans une tradition plutôt de l'école de Toronto, en fait, autour de Ines et McLuhan, des chercheurs allemands. C'est les médias dans le temps et dans l'espace, paru en 2009, mais qui en fait a renouvelé la réflexion de Götz Groß-Klaus sur les médias et le temps, médias et espace. Qui a été publié en 1995 et qui bien évidemment revenait pas sur, ou pouvait pas du tout parler vraiment du Web 2.0 qui n'était pas encore là. Donc, que Ingo Köster et Kai Schubert reviennent en fait sur cet ouvrage-là. Il y a aussi les révolutions médiatiques de Ralf Schnell, Beiträge zur Mediengeschichte der Wahrnehmung, où là il y a plus un lien avec la question de la perception et des phénoménologies liées aux évolutions technologiques. Il y a un ouvrage suite à laquelle aussi une conférence, c'est Emily Keightley qui a édité Time, Media and Modernity, donc avec une approche, elle est sociologue, une approche sociologique en fait de ces interconnexions-là. Elle a édité ce volume collectif. Et il y a une conférence qui a suivi en 2017, Media and Time à l'université de Loughborough, à ce moment-là. Il y a, et là je passe juste rapidement, on peut en discuter après. Dans notre domaine, là, il y a beaucoup de travaux qui d'abord ont existé ou ont été écrits en lien en sémiotique ou linguistique, où la question du temps, des temporalités est toujours très importante. J'ai juste mis quelques exemples ici. Mais il y a aussi eu des collègues, bien évidemment, québécois, qui ont déjà réfléchi sur ces questions, en tradition, spécifiquement l'école de Toronto, qui ont aussi réfléchi sur ces questions. Question de temps. Je passe maintenant à Jean-Pierre et ses réflexions, et puis moi je reviendrai après. C'est un petit point de vue en ensemble et juste un petit extrait des choses qui existent. Mais pour faire avancer le truc, il faut... C'est juste ça, là, oui. Bien, donc... ma contribution était assez modeste, je ne pensais pas que ce serait un grand séminaire comme ça. Je vais me contenter de poser des questions, qui sont les questions que je me pose sur cette question du temps qui traverse mon travail depuis pas mal de temps. En fait, c'est des réflexions qui sont inspirées par d'abord l'interprétation de Saint-Augustin par Ricoeur. Et ensuite, par temps et récit, d'une manière générale, l'ouvrage de Ricoeur, puis par des choses qu'on trouve chez Deleuze et Guattari. Voilà. J'ai commencé en citant Saint-Augustin qui écrit, c'est une citation qui est hyper célèbre, « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je cherche à l'expliquer à celui qui m'interroge, je ne sais plus. » Définition qui montre une citation qui a un mérite énorme, énorme difficulté qu'on a à parler du temps, à définir le temps et à définir le temps de façon théorique, surtout qu'il est soumis à de multiples propositions et différenciations entre notamment le temps scientifique. J'ai entendu avant-hier une conférence, un dialogue en sculpture entre deux savants, deux physiciens, dont l'un disait que le temps n'existe pas. Donc là, la chose est plus simple. La base, on peut occuper. On en arrive à des propositions en termes de science où le temps, même un temps qu'ancien, n'a plus de place. Absolument. Alors, en fait, l'approche de Saint-Augustin consiste à approcher le temps en termes de durée. Une approche phénoménologique du temps qui consiste à dire le temps, nous l'approchons par la conscience de la durée. L'exemple l'exemple principal qu'il donne est celui de la mélodie. Celui de la mélodie ou celui des deux exemples, celui des mélodies, celui des cloches qui retentissent successivement, enfin, ensemble de sonneries, carillons et autres. En fait, dit Saint-Augustin, pour résumer les choses, on n'entend pas une note. On n'entend pas une note. Ce serait ridicule d'entendre une note. Ce que nous entendons, c'est le rapport de la note à tout ce qui l'a précédé et on attend tout ce qui va venir. Donc en fait, notre appréhension d'une mélodie, c'est la mélodie dans la durée. Une note n'a de sens que parce que ce qui est juste avant et parce que tout ce qui l'amène. En fait,
nous prenons conscience, nous avons une expérience du temps lorsque, pour résumer Saint-Augustin, nous sommes plongés dans une durée. C'est des choses que nous connaissons très très bien. Je vais prendre un exemple, deux exemples très simples. Tous les sportifs savent que, par exemple, les tennisman, lorsqu'on est pris dans un échange, c'est la durée de l'échange qui compte et que rien ne compte d'autre que ce qu'on vient de faire, que les appréhensions du coup suivant, etc. On est pris dans le même flux. Chaque geste que nous faisons est dépendant de ce qui s'est déroulé auparavant et en prévision du coup suivant que nous voulons jouer ou que l'autre va nous obliger à jouer. Je pense que là, on est pris dans ce phénomène qui fait que à la fin de l'échange, les commentateurs sportifs disent il y a eu 20 échanges, 18 échanges, 19 échanges, etc. Mais quand on joue, on est bien capable de compter. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'être pris dans cette durée de l'échange et dans le rapport de force qu'il manifeste, dans lequel nous sommes pris. Deuxième exemple, vraiment tout aussi simple, je crois que nous faisons l'expérience facilement de l'attente. Lorsque nous attendons, soit de manière un événement qui doit se passer, soit une éventualité, nous sommes pris dans ce même temps qui est monotone, monocorde, par exemple à l'aéroport, il faut attendre, on est plongé dans cette durée, un temps qui s'écoule ou qui ne s'écoule pas, dans lequel nous perdons toute mesure. Vous faites cette même expérience où d'un coup, moi je suis en général très très bien calibré par les montres. Ce matin, je voulais me réveiller à 7h, donc je me suis réveillé avec un réveil. Donc, je me suis réveillé, levé à 7h moins 5. Quand je ne suis pas trop fatigué en temps normal, c'est ça, on sait. On se réveille la nuit, on sait quelle heure il est. Mais quand on est dans l'attente à l'aéroport, on fait quelque chose, il n'y a que 2 minutes qui s'est passé, ou 4 minutes, et quelquefois c'est 1 heure. Pris dans cette durée, on perd la notion du temps calculé, etc. Ce dont Saint-Augustin part, c'est donc de l'expérience de la durée comme moment phénoménologique de cette appréhension-là. La deuxième chose, c'est que dans l'attente, notamment l'exemple du sport ou l'exemple de la mélodie, eh bien, en fait, dans la durée, nous sommes pris dans quelque chose qui dure avec un passé. Chaque moment est défini par rapport à un passé et un futur. Donc, Saint-Augustin propose de dire que l'appréhension du temps, pour nous, ça commence à consister, ça commence à exister quand nous sommes capables de relier à un présent ce qu'il appelle un passé du présent et un futur du présent. Chaque présent n'est pas défini par un instant, et de ce point de vue-là, je le suis tout à fait, comme Bergson, contre Bachelard, on est lié à quelque chose qui est un passé du présent et un futur du présent. Chaque moment est cette amplitude de temps. Alors, il y a là quelque chose qui est de la forme d'une contradiction, dit Ricoeur, parce que, en fait, quand on a ça Maintenant, je peux parler un quart d'heure. Peut-être que je me dépêche alors. On a plein de temps. Bon, ok. Il y a une forme de contradiction parce que à la fois nous sommes. On peut poser la question, dit Ricoeur, où se trouve ce passé immédiat et ce futur immédiat que nous ne vivons pas effectivement. La réponse de Saint-Augustin et celle de Ricoeur aussi, c'est dans l'âme, dans l'esprit, disons, pour les dire avec un mot qu'on n'emploierait plus couramment que Saint-Augustin. Donc la prégnance du temps, la phénoménologie du temps a cette particularité, cette étrangeté, d'être quelque chose qui recourt immédiatement à une perception qui est celle de l'esprit, parce que le temps n'existe pas comme un phénomène concret et pratique, voire la première idée de Saint-Augustin. Mais en fait, ce que je voudrais développer surtout, c'est cette idée que le temps n'acquiert de consistance lorsqu'il est lié à un passé et à un futur. En fait, Ricoeur va
Je m'excuse, j'ai plus trop de voix, passer 3 heures, hein, j'espère que ça va durer. On tire dans Temps et Récit cette conséquence que le temps pour nous n'existe que s'il est historisé, que s'il est historique, que si on parvient à en raconter l'histoire, que s'il est pris dans une histoire, et que cette histoire est prise dans un récit. Le temps devient humain lorsqu'il est narratif, lorsqu'il est narrativisé, hein, lorsqu'il est raconté. Dans Temps et Récit, ça sert à de longues explications sur les différentes manières d'appréhender l'histoire et sur la défense par Paul Ricoeur de l'histoire racontée, hein, malgré tout, contre les historiens du temps long, etc. etc. Enfin, contre et avec, parce qu'en fait, il arrive à les mettre dans son camp, dans sa propre interprétation. Le temps devient humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative. Hein, voilà, ça c'est la grande conclusion ricoeurienne qui va développer dans Temps et Récit. Nous autres, en sciences sociales, nous pouvons rendre compte du temps tel qu'il est vécu lorsque nous arrivons à le mettre dans des récits. Hein, voilà. Ça c'est l'apport ou l'intérêt de Ricoeur. L'histoire comme discipline première, en quelque sorte. Hein, l'histoire comme discipline première. Ce qui existe sont des choses qui sont des processus, hein, qui durent, et que nous expliquons en les racontant, hein, en les mettant dans des racontes. C'est un petit peu la même chose que nous faisons de nous-mêmes lorsqu'on fait un CV. Hein, voilà, on fait un CV, pourquoi ? Si je racontais ma vie en disant le 2 juin 50, je suis né, le 2 juin 51, j'ai eu 1 an, le 2 juin 52, j'ai eu 2 ans, et comme je suis très vieux, ça risquerait d'être long et pas vraiment enthousiasmant, nous ne faisons pas ça dans les CV. Hein, nous passons outre au calendrier. Qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous sélectionnons des séries d'événements, hein, qui, pour nous, de notre point de vue et vis-à-vis de l'employeur, sera capable de nous raconter, hein, de nous mettre en scène dans un temps, hein, qui serait notre temporalité. Il y a plusieurs manières de raconter notre temporalité. Hein. Je pourrais dire, quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu un prof qui m'a dit que j'étais tellement mauvais et tellement nul en maths que je serais incapable de faire une addition ou une multiplication au sortir du lycée. Hein, voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué au point que je suis fini par devenir professeur de maths. Voilà, il y a on narrativise, par là je narrativise toute une époque de ma vie, hein, je la mets en récit. Hein. Eh bien, ce que nous faisons en sciences humaines, me semble-t-il, c'est de tenter de mettre en récit les événements, c'est-à-dire de leur lier un passé et un futur qui leur donne sens, qui fait que nous arrivons à leur donner des significations. Alors bien sûr, ça pose des problèmes et c'est compliqué. Alors oui, avant de venir aux problèmes que ça pose, je vais compléter ce que je viens de dire en disant la chose suivante. Il est bien évident que son histoire, raconter des événements, raconter quelque chose, c'est-à-dire narrativiser une série d'événements comme le propose Ricoeur, c'est aussi offrir à ces événements ce qu'on pourrait appeler une perspective temporelle, hein, c'est-à-dire quelque chose qui les ordonne. Hein. Le Deleuzien que je suis dirait c'est donner le conditionnement de ce récit par une image du temps, hein, par une certaine conception du temps. Je parlais de l'attente tout à l'heure. Dans l'attente, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette attente, elle est liée à un événement terminal. Il y a une perspective temporelle dans le fait de l'attente qui est celle d'être attaché à un moment donné où quelqu'un va vous donner un verdict. Hein, par exemple, dans un hôpital, on attend le diagnostic d'un médecin lorsqu'on a des analyses. D'un coup, on a donc des pensées qui nous viennent par-dessus dans la tête, des choses qui s'enchaînent de manière diverse. Hein, et puis, ça va arriver à une finalité, à un moment où ça s'arrête, parce qu'il y a quelqu'un qui dit vous avez tel ou tel, hein, vous avez telle chose ou telle chose. Hein. Tout d'un coup, l'attente, c'est quelque chose qui est raconter une série d'événements comme une attente, c'est lui donner une perspective temporelle qui est qui est liée à un événement terminal. Hein. Pour prendre un exemple plus joyeux et plus amusant, Breaking Bad commence, vous connaissez la série, j'espère Breaking Bad, dans la série Breaking Bad qui est
il y a une perspective temporelle extrêmement simple qui est donnée au bout de 20 minutes de la série, qui est que Walter White va mourir. Il a un cancer des poumons, qui est le pire cancer des poumons qui existe, la petite cellule, etc. Je peux vous donner des détails, je suis très doué sur les cancers. Mais donc, l'espérance de vie est réduite à très très peu, au point où il en est. On sait qu'il va mourir, il en a pour 2 ans. Alors pour la série, heureusement, il y en a pour 2 ans et demi, je crois. Mais donc, voilà, il y a une perspective temporelle très forte. On sait que toute la narration est faite en fonction de cet événement terminal. Il y a d'autres séries qui organisent le récit à partir d'une perspective temporelle tout à fait différente, au contraire à partir d'une sorte de renaissance. Six Feet Under fait éclater la famille initiale avec la mort du père, et il faut que tout le monde se reconstruise. D'un coup, voilà, c'est une espèce d'événement origine, à partir duquel les choses vont se disperser. Toute narration, prenant les événements, les temps, eh bien, leur donne en même temps ce que j'ai appelé une perspective temporelle, pour pas vous imposer le terme d'image du temps de Lucien. Bien. Alors, quel problème ça pose pour nous, chercheurs, quand on essaye de mettre en récit des événements. Premier problème, c'est que les événements que nous travaillons, que nous essayons de comprendre, eh bien, ils se trouvent sur ce que je pourrais appeler plusieurs lignes de temps. Il y a plusieurs manières de raconter les événements. Il y a plusieurs séries possibles à l'intérieur de laquelle les événements prennent du sens. Les événements, en quelque sorte, n'ont pas qu'un seul passé. Ça serait trop facile si on pouvait très facilement mettre en récit les événements d'une façon qui est telle que finalement ça n'acquerrait qu'un seul sens. Donc, on doit regarder les événements qui nous entourent et que nous voulons expliquer comme des événements qui se trouvent sur plusieurs lignes de temps. Alors, je voudrais donner un exemple auquel j'ai travaillé, dont je connais bien, qui est celui d'un phénomène du cinéma qu'on appelle le film noir. Peut-être vous connaissez. En 1943, à Hollywood, sont tournés 4 films, pratiquement en même temps. Assurance sur la mort, Les mains qui tuent, Le rat, et puis La femme au portrait, pour les donner des titres en français, qui sont très très semblables, ont démêlé avec la censure de façon presque identique, et se trouvent avec des caractères très très spéciaux par rapport à Hollywood, très très ambigus, pas de happy end, ou alors d'un happy end un peu forcé, voilà, des sortes de films absolument incompréhensibles, et surtout des films où les hommes apparaissent faibles, désemparés, et les femmes très très fortes. C'est une chose que j'ai tenté d'expliquer, et que, en travaillant sur ce phénomène, je me suis aperçu que cet événement, l'arrivée du film noir, l'émergence, la venue de ces films tout à fait bizarres dans une institution comme celle d'Hollywood, eh bien, devait être placé sur plusieurs lignes de temps si on voulait les comprendre. Premièrement, il y a l'institution hollywoodienne. Qu'est-ce qui a permis qu'à Hollywood, dans un endroit, des institutions aussi réglées, aussi organisées, aussi hiérarchisées, des films aussi étranges et aussi adaptant des auteurs en principe interdits apparaissent en même temps. Voilà, ça fait partie de l'histoire d'Hollywood. Il faut donc trouver les événements dans les institutions hollywoodiennes qui permettent de comprendre cette émergence. La deuxième chose, c'est que le film noir renverse presque tous les codes narratifs du film hollywoodien. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le film hollywoodien, il y a 3 sortes de femmes. C'est un film hollywoodien classique. Il y a les mères, les plus fréquentables, les jeunes filles qui épousent quelqu'un à la fin, et puis les prostituées, les putains ou quasi-putains. Voilà, c'est les 3 sortes de personnages. Et on se trouve dans le film noir avec des personnages féminins très très bizarres. Parce qu'elles sont un peu jeunes filles, un peu putains, pas vraiment mères, on ne sait pas trop. Et surtout, c'est le personnage le plus fort du récit. Et puis des hommes qui sont faibles. Alors à Hollywood, avoir des héros qui ne sont pas des top guys,
On a quelque chose de bien nouveau, de vraiment tout à fait extraordinaire. Voilà. Dans l'histoire des langages, des formes de langage, des formes génériques, le film noir est un événement très très bizarre et très curieux. Deuxième ligne de temps qui se trouve non pas sur l'histoire des institutions, mais sur l'histoire des langages cinématographiques. Troisième ligne de temps. Ces films ont été réalisés pas par n'importe qui, pas du tout par n'importe qui. Ils ont été réalisés, produits et joués par des acteurs, des producteurs, des scénaristes, qui presque tous, enfin, en tout cas pour les scénaristes, pour les réalisateurs et souvent pour les producteurs aussi, des gens qui sont arrivés à Hollywood en même temps, dans les années 30, pour deux raisons. Soit parce qu'ils étaient chassés par les événements en Europe, par le nazisme, etc. Soit parce qu'ils étaient des écrivains, des dramaturges, etc. Ils étaient appelés par Hollywood pour écrire des scénarios, des films devenus parlants. Voilà. Voilà une troisième ligne de temps qui est comment ces gens qui sont les intellectuels, sont les premiers intellectuels qui sont arrivés à Hollywood, on leur a laissé enfin le pouvoir, alors qu'ils n'en avaient aucun jusque-là à Hollywood, ils étaient vraiment des gens qui ne pouvaient pas décider des films qu'on faisait, ont pu à un certain moment se réunir de manière finalement aussi hasardeuse, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit on va faire ces films-là à un moment, ils l'ont fait chacun dans leur coin, eh bien on traitait de ces films-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que le film noir appartient à trois lignes de temps, trois récits possibles. Premier récit, celui de l'institution hollywoodienne. Deuxième récit, celui des formes de langage. Troisième récit, celui de ces gens qui sont des intellectuels, des gens de culture, qui travaillent à Hollywood, qui sont très malheureux parce qu'ils sont malmenés par des producteurs qui jugent totalement incultes et qui parviennent à un certain moment à réaliser les œuvres qu'ils veulent réaliser. Ces gens-là, en plus, eh bien, ils vont être ceux qui vont être presque tous expulsés par la liste noire, par le McCarthyisme quelques années plus tard. C'est-à-dire que c'est la gauche hollywoodienne qui fait le film noir et qui est fait de ces personnages-là. Problème, j'ai donc trois récits à ma disposition parce que, en fait, qui dit récit dit cause et effet. Qu'est-ce qui à Hollywood a permis que le film noir, qu'on produise des films noirs? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut... Telle et telle chose. Trois récits différents. Comment faire de ces trois récits un seul récit? Comment les expliquer en même temps? Comment faire de ces trois lignes de temps le problème d'un seul événement? Alors, je fais juste que poser le problème. Là, je résume ce que j'ai dit à l'instant. Et donc la question, comment faire de trois récits un seul récit? Comment donner à l'événement sa portée dans le futur? D'autre part, parce que le film noir a engendré des tas de choses. Le nouvel Hollywood sort en partie du film noir. Taxi Driver, c'est un héritier Bon. Et donc, en fait, mon problème, en travaillant sur ça, c'est je me suis dit comment faire. Alors, mon livre, finalement, a choisi une solution que je jugeais la moins mauvaise possible, mais qui finalement n'est pas très bonne, qui était effectivement de faire trois récits différents. Et de les faire se rejoindre tout à fait à la fin. Mais les gens n'aiment pas beaucoup ça, c'est compliqué à lire, je le reconnais, et c'est pas terrible. Mais en fait, vous voyez le problème. Dès que nous avons conscience que les événements appartiennent à lignes de temps différentes, viennent d'horizons intellectuels différents, comment expliquer la jonction dans l'événement de ces lignes dans un seul événement. Ça, c'est une première chose. Un premier problème que je ne me cesse pas de me poser, que je me cesse de continuer à poser vis-à-vis des séries télévisées. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que dans les années 90, les grands studios, NBC, CBS, les grands réseaux, etc., sont au bord de la faillite parce que sont arrivés la télévision par câble, que HBO, etc., Showtime leur pique du public, et que les analystes disent que ces réseaux-là n'en ont plus pour longtemps. Et que tout d'un coup, entre 1989 et 1992, ces grands réseaux inventent ce qui va lancer une nouvelle série. Arrive à ce moment-là les Simpsons, arrive à ce moment-là Twin Peaks, arrive à ce moment-là Urgence, arrive à ce moment-là NYPD Blue, etc., etc. Des séries qui vont lancer la deuxième génération, la grande époque des séries que nous connaissons aujourd'hui. Comment ces studios, finalement, dans un état absolument périclitant, inventent autre chose. Et là encore, quand on étudie les choses, on voit que ça appartient à plusieurs lignes de temps qui appartiennent à chacun des réseaux, aux institutions télévisuelles, etc. etc. Comment on racontait l'histoire? Voilà, ça c'est
un problème qui, me semble-t-il, se pose et que dans le travail quotidien, en fait, ce que nous aimons bien, nous, c'est relier un événement à un seul fil historique, hein, placer les événements sur une seule ligne de temps. Hein. Par exemple, la guerre de 39-40, c'est la conséquence du traité de Versailles. Hein, voilà. Ça, c'est une idée, mais c'est plus compliqué que ça, nous savons bien, on ne peut pas raconter l'histoire comme ça. Hein. Donc, comment raconter les histoires, comment raconter l'histoire de nos objets, hein, dès que nous avons conscience que les lignes de temps, hein, auxquelles ils appartiennent sont des lignes qui ont des perspectives temporelles, pour prendre le terme que j'ai employé tout à l'heure, qui sont différentes et qui sont variées. Hein. Voilà, je fais ici que poser ce problème-là. Il y a un deuxième problème de la narration dont je voudrais parler maintenant encore 3-4 minutes. Alors, j'admets que ce que j'ai à raconter, moi, en tant que sociologue, historien, de séries télévisées et du cinéma principalement, eh bien, j'ai à raconter des récits chorales. Donc, vous savez, la notion de série chorale, c'est une notion qui vient des séries télévisées où on a une série qui raconte l'histoire de plusieurs personnages à la fois, avec des arcs narratifs qui se chevauchent, qui s'entrelacent. Hein. Six Feet Under était un très grand exemple de ce point de vue-là. Voilà. J'admets que aujourd'hui j'observe de la notion de série chorale, mais non pas seulement pour les séries télévisées, mais pour mon propre travail sur l'histoire, sur le des séries et du cinéma. J'y ferai référence tout à l'heure. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces récits chorales sont des lignes narratives qui sont relativement autonomes. Hein, tout n'est pas complètement autonome, mais qui sont référés à des mondes différents, hein, qui sont référés à des univers différents, hein, qui font que les temporalités sont rythmées de façon tout à fait différente. Pour prendre mon exemple de tout à l'heure, l'histoire des formes, des formes de récits qui m'intéressent beaucoup. Hein. C'est-à-dire que le récit, finalement, le film noir est une reviviscence du récit gothique, c'est-à-dire du récit du XVIIIe siècle, inventé par comment s'appelle-t-elle? Son nom va échapper, pas seulement par Maria Shelley, bon, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié le nom à l'instant, mais en fait, donc c'est une histoire très longue, l'histoire de. Si je mets le film noir dans le récit, dans la ligne de temps, forme de récit, eh bien, il faut que je renvoie très très loin en arrière. Hein. Une grande temporalité, un temps très long. Tandis que l'histoire hollywoodienne, au contraire, elle est très courte. Elle se fait de manière brutale. Hein, en fait, le problème, ce qui a permis le film noir, pour le dire très très rapidement, c'est le fait que les Américains en ont marre des films de guerre. Hein, en 1943, ils commencent à avoir marre des films de guerre et qu'ils voudraient un petit peu autre chose. On ne sait pas quoi mettre, et le film noir va se glisser dans la possibilité. Donc, des lignes de temps avec temporalités extrêmement variées, extrêmement différentes, hein, pour rendre compte du même événement. Maintenant, si je prends le problème de la rencontre des lignes de temps, eh bien, il y a des événements qui font converger les lignes. Par exemple, le film noir, hein, l'arrivée du film noir. Okay. Plusieurs lignes de temps convergent pour arriver à quelque chose. Mais il y a plus. Il y a l'effet que les événements ont sur les lignes de temps. Qu'est-ce qu'un événement peut faire à une histoire? Alors nous aimons bien que quand on raconte des histoires, quand on raconte l'histoire de tel ou tel phénomène, on aime bien avoir un enchaînement de causes de très belles causes et de beaux effets. Hein, on aime beaucoup ça. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et donc il est arrivé ça. Hein, logiquement, on en est conduit à cela. Mais de temps en temps, il y a des événements qui brisent des lignes de temps, hein, et qui font qu'on n'a pas seulement de la continuité, mais on a aussi de la rupture. Tout d'un coup, il arrive quelque chose qui, sous l'effet d'une certaine conjonction, n'est pas conduit à des continuités, mais à des ruptures. Est-ce que l'histoire ne serait pas faite, hypothèse, ne serait pas faite seulement de lignes de temps continues, mais aussi de lignes brisées, hein, de moments où tout d'un coup, on aurait à comprendre des événements qui ont une action sur les lignes de temps qui sont extrêmement importantes, beaucoup plus que... je vais prendre un exemple un petit peu simple, très vite. Michael Baxandal raconte que
l'historien d'art, raconte que Picasso, quand il a inventé, entre guillemets, le cubisme, travaillait sur Cézanne. Il travaillait sur Cézanne, il travaillait sur les grandes baigneuses. Et ça le passionnait, il allait au Louvre et il faisait des copies des grandes baigneuses. Il était très insatisfait de son travail. En fait, il n'arrivait pas à sortir de Picasso, d'une certaine façon. Il voyait bien que la peinture devait sortir de Cézanne, dit Michael Baxandall, mais il ne voyait pas comment lui pouvait se sortir de Picasso, faire quelque chose qui dépasserait Picasso. Et il est arrivé quelque chose dans l'histoire de l'art, à ce moment-là, qui a fait une rupture brutale, qui est l'arrivée de ce qu'on appelait à ce moment-là, excusez-moi du terme, c'est ce qu'on appelait à ce moment-là, le terme de l'époque, sculpture nègre. Est arrivé des expositions à Paris d'art africain, notamment du sculpture du XVIIIe siècle, 19e siècle et 18e siècle, d'Afrique centrale. Et en fait, qu'est-ce que voit Picasso avec ces sculptures? Il vient des manières de raconter des choses avec des plans brisés, pas des plans rendus, mais des plans brisés. Et Michael Baxandall dit, en fait, tout d'un coup, cette confluence-là fait que se brise la continuité avec Cézanne pour Picasso et qu'il arrive à fabriquer ce qui va devenir le cubisme. C'est dans Forme de l'intention, c'est un livre magnifique de toutes les façons que je fais référence. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que nous avons à penser aussi, nous chercheurs, uniquement des continuités, et si nous avons à penser des ruptures, comment ça fait rupture, quelles lignes de temps ont été brisées, par quelle autre ligne de temps, et comment ça se produit. Voilà une seconde question que je me pose en travaillant sur cette... Si c'est vrai, d'une part, s'il existe de telles ruptures, d'une part, le passé en est modifié. D'ailleurs, notre regard sur le passé en est modifié, parce que tout d'un coup, il faut comprendre comment le passé, quand même, s'est déposé quelque chose qui a permis cette rupture. Et d'autre part, bien sûr, le futur, on serait ouvert à de telles possibilités. Je vais reprendre un exemple sur lequel je travaille cette fois-ci actuellement, qui est encore hollywoodien, excusez-moi. Hollywood fait très très attention dans les années 30 de ne pas faire de films antifascistes, anti-nazis, malgré que tout Hollywood est plutôt anti-nazi, qu'ils sont dirigés par des juifs, etc. Mais ils ont très peur, premièrement, de perdre le marché allemand, deuxièmement, de déplaire au gouvernement américain et de déplaire à l'opinion américaine qui est en grande partie pro-allemande. Donc il faut très très attention. Et dans ce paysage-là, en 1936-37, Chaplin déclare « Je vais faire un film sur Hitler ». Et vont s'exercer des pressions de toutes sortes pour interdire que Chaplin prépare ce film qui va être le dictateur, comme vous savez très bien. Qu'est-ce qui fait que Chaplin, encore une fois, dans ce milieu aussi fermé, hiérarchisé, avec un territoire très strié, comme dirait Deleuze, eh bien, on permette finalement que ce film-là arrive, comment Chaplin arrive à faire un tel film, alors qu'il subit des pressions de tous ordres, des menaces de tous ordres. Le FBI ne le quitte plus, Roosevelt lui dit de ne pas faire le film, c'est très difficile pour lui de faire le film. Comment il parvient Alors, à partir c'est sûr, à partir de Pearl Harbor, ça ne sera plus pareil. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe Voilà, ça c'est une question pour moi. Comment rendre compte des ruptures dans l'histoire? Comment rendre compte des événements qui, finalement, rompent des lignes de temps? Comment opposer, comme pour parler un langage deleuzien, l'histoire, c'est-à-dire la continuité des événements qui sont les causes et effets, et le devenir, c'est-à-dire des moments origines que quelque chose se rompt et des choses nouvelles peuvent émerger. Comment comprendre l'un et l'autre à l'intérieur d'un même récit? Voilà, c'est une autre question que je me pose. Les réponses à ces questions sont très difficiles et très compliquées, et je travaille sur ces questions, mais je me garderai ici d'apporter des réponses. Et voilà, on parlait d'actualité de la recherche, moi c'est comme ça que j'ai compris ce séminaire. Il me semble donc que je me contente de poser des questions. Moi, je vais exactement diagoler dans la suite, en essayant aussi d'apporter des réponses qui sont peut-être pas vraiment des réponses, mais plutôt des perspectives.
Et bon, là, il y a ta conclusion, mais je pense que tu l'as dite comme ça. Oui. Voilà. Moi, j'ai juste posé 4 thématiques ici pour expliciter un peu. Moi, j'utilise vraiment la notion de rupture, en fait, mais plutôt l'idée de fracture, et je vais y revenir. Un des événements qui, à mon sens, permet, dans une perspective de l'histoire des médias, mais aussi de l'évolution, surtout des technologies dans les années 90, de comprendre le 11 septembre 2001 comme une fracture dans le temps, pas forcément une rupture comme ça a été vu, mais plutôt comme une fracture qui, à mon sens, a commencé avec la fin de la guerre froide. Voilà, et interroger la notion de temps et temporalité aussi autour de la question de l'événement médiatique et l'événement historique. En faisant la jonction avec la mémoire et l'histoire, tout à l'heure, on n'a pas du tout mentionné, bien sûr, évidemment, tous les travaux qui se font dans les memory studies ou études de mémoire, ou encore en histoire des médias, archéologie des médias. Donc, c'est bien évidemment partie d'une réflexion sur les temporalités, que ce soit narration, mais aussi, bien sûr, il faudra travailler sur la question de la production, explicitement aussi dans le cas du journalisme, par exemple, et le temps de production qui a changé avec l'arrivée des nouvelles technologies, mais aussi de réception. Donc, il y aura énormément de choses à dire. Peut-être on peut discuter après avec vos propres expériences. Donc, je m'intéresse particulièrement à la notion de médiatisation. Bon, il y a pas mal d'auteurs qui ont justement dit qu'il n'y a pas vraiment une historisation dans les notions de médiatisation, ce qui a changé ces dernières années. Je cite entre autres Livingstone et d'autres débats qu'il y a eu autour de cette question-là. Moi, j'ai dans ce sens-là plus une approche de la philosophie médiatique allemande sur laquelle je reviens, et j'argumenterai autour de la notion de l'expérience du temps présent, mais aussi de l'expérience du temps présent historique. Et puis, ça je vais passer. En fait, moi, je vais prendre une position un peu contre François Hartog aujourd'hui. Juste pour rappel, pour celles et ceux, je pense que vous connaissez tous la notion de présentisme qui n'a été pas inventée, entre guillemets, par Hartog, qui existe en anthropologie depuis longtemps, mais il dit sur la page 18, il écrit « Historien m'efforçant d'être attentif à mon temps, j'ai ainsi, comme beaucoup d'autres, observé la montée rapide de la catégorie du présent jusqu'à ce que s'impose l'évidence d'un présent omniprésent, ce que je nomme ici présentisme. » Donc, dans les régimes d'historicité, il parle aussi de ces ruptures temporelles. Moi, je préfère vraiment fracture, on peut en débattre. Mais il parle aussi, bien évidemment, de la guerre froide, mais il revient aussi dans des approches, pour celles et ceux qui ont lu, vous le savez, sur la conception en anthropologie des temporalités, notamment dans les traditions orales. Et il fait référence, entre autres, aux travaux de Saline sur les îles, etc. Donc, les sociétés qui vivent sur les îles, qui ont une toute autre approche, en fait, ce que c'est le temps, pas du tout occidental. Et j'ai aussi mentionné ici l'ouvrage de Christine Ross, qui date de 2012. C'était après mes premières préoccupations quand j'ai réfléchi sur les temporalités, mais qui est intéressant parce qu'elle reprend ces notions-là. Et elle est aussi un peu, c'est pas contre Hartog, on s'entend, son ouvrage est passionnant, mais une défense en fait de l'idée que dans le présentisme se cachent aussi d'autres formes de structures temporelles que les médias, surtout les médias interactifs, permettent, notamment les temporalités du web, qui auparavant n'étaient pas possibles, une complexification du temps, etc. Et ce que fait Christine Ross, elle le montre par rapport à la question de l'art, et puis ça, c'est des choses qui m'ont intéressée dans la continuité de l'événement du 11 septembre, et comment, en fait, non seulement les images, mais aussi l'événement en tant que tel continue à persister, à continuer, et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'événements qui ont soi-disant fait rupture, ou voilà, qu'on essaie d'expliquer d'une certaine façon. Donc moi, je vais... il est là. Donc ça, c'est un schéma que j'ai développé et je pense que Martin l'a déjà vu. Je tiens vu dans un forum doctoral, donc désolée, je ne l'ai pas changé depuis. Si je commence à écrire à la main, ça va être un peu compliqué et illisible. Donc c'est une idée que j'avais développée par rapport au journal télévisé qui tient plus du tout la route pour les médias numériques et je suis en train de repenser comment on peut le penser. Et c'était ma façon d'essayer de comprendre ce qui s'est passé entre la chute du mur de Berlin le 11 septembre dans le journal télévisé. Et j'avais recours aux travaux de Henri Bergson, donc je suis comme Jean-Pierre dans cette idée de la question de la durée en fait qui présente malgré certaines fractures, mais la durée qui se montre dans la fracture temporelle et le 11 septembre en un exemple. Il y a beaucoup d'images tandélusiennes pendant ce jour-là. Bergson qui développe deux formes d'images souvenirs. Donc l'image habitude et l'image souvenir, et bien sûr comme c'est une approche phénoménologique, aussi en contraste avec Alvax, j'ai essayé de lier les deux à partir de la pensée de Ricoeur.
Et donc les images habitudes chez Bergson, je ne sais pas si vous vous souvenez du cône en fait dans Matière et Mémoire, il parle en fait de la perception constante qu'on a et puis qu'on a des habitudes qu'on accumule. Et c'est des images habitudes, en fait, cette mémoire habitude qui nous accompagne et qui est une forme d'apprentissage. Et les images souvenirs, la mémoire vraie, il l'appelle aussi, où on doit avoir un appel en fait concret. C'est comme l'amnésis et l'anamnésis, on parle Ricoeur beaucoup aussi dans ses travaux. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas renégocier en fait Alvax à travers Ricoeur et le penser par rapport aux médias. Bergson ne parle pas vraiment des médias, il parle du tâtonnement analogique dans Matière et Mémoire, il fait des références aux évolutions technologiques en cours de son époque. Voilà. Et puis Alvax, bien sûr, dans un tout autre contexte historique, il était dans les camps de concentration et réécrit après aussi ses travaux sur la mémoire, va avoir un aspect très critique par rapport aux médias, mais il ne rentre pas non plus vraiment en détail. Et j'avais, ça je ne l'ai pas dessiné, je vais essayer juste de l'expliciter. Donc le cône de Bergson parle de cette idée qu'on a une perception en fait du temps qui passe dans un certain espace, et c'est notre perception du monde. Et il y a un auteur allemand, c'est Niklas Luhmann, dans son approche des médias, qui en fait a repris un peu Bergson à ce moment-là aussi, en disant que finalement la perception, ou beaucoup de perceptions qu'on a actuellement, c'est à travers les écrans, et surtout l'écran télévisuel. Bon, pour le numérique, ça devient un peu plus compliqué. Donc j'avais essayé d'inverser ce cône et de dire, c'est ce qui se pose au milieu, c'est l'écran, et après, bon, c'est les personnes qui, les spectateurs télévisuels, en l'occurrence du journal télévisé. Évidemment, ça ne fonctionne pas si on part du principe que le journal télévisé, ce n'est pas une entité seule qui pense, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle à ce point-là. Donc, c'est les journalistes qui font les choix, bien évidemment. Sur ça, c'est toujours difficile de revenir sur des témoins de l'époque, comment ils ont choisi les images dans l'archive, etc. Ceci dit, c'est pour ça que Ricoeur est une solution à l'époque, ne pas poser qui se souvient, mais de quoi. Et j'ai donc observé quelles images revenaient de la chute du moi-même, du direct, après dans les commémorations. Puis j'ai essayé de comprendre aussi, de voir comment la mondialisation se montre d'un point de vue formel dans les génériques, par exemple, des journaux télévisés. Donc on commence à utiliser le hashtag, etc. Donc il y a une incorporation, en fait, des phénomènes des évolutions technologiques à l'intérieur même du dispositif du journal télévisé. Et puis, bon, pour expliciter ça ici, ça fait partie, en fait, c'est des conclusions, en fait, que j'en ai tirées d'un travail qui portait sur, je pense, à peu près 1000 pages de retranscription de JT. Mon idée, c'était de dire, si les médias produisent de l'histoire, il faut qu'ils produisent un récit. Donc, ça revient un peu sur ces questions-là. Sauf que l'approche ricoeurienne des trois mimésis ne fonctionne pas complètement pour le direct accompli. Le direct accompli, c'est pas moi qui ai inventé la notion, c'est Jérôme Bourdon. C'est quand vraiment un événement a lieu au même moment où il est produit. On connaît ça dans les cérémonies télévisées classiques comme le football. Diane et Kat s'en parlent d'une façon très détaillée dans la télévision cérémonielle. Et un des résultats quand même que j'ai pu en tirer, c'est que quand on est vraiment au temps présent, surtout là en septembre, et je vais vous remontrer l'extrait du temps accompli d'un exemple de la ABC, le temps bien visible, surtout pour le spectateur, beaucoup moins en fait pour les journalistes à ce moment-là, et qu'en fin de compte, on peut être très très difficilement vraiment au présent aussi quand il y a un direct accompli, et qu'il y a de façon constante un passé qui condense en fait ce qui se passe et ce qui sait en devenir. Et qu'il y a souvent une anticipation dans les discours médiatiques aussi vers le futur. Et ça contredit en quelque sorte aussi Hartog, même si on est dans quelque chose bien évidemment du direct, ce que aussi Pierre Nora a beaucoup critiqué. Mais en même temps, il y a des cristallisations du temps qui se montrent, qui naviguent souvent entre fiction et information, même lors d'un direct accompli, comme je l'appelle, où je parlerai vraiment d'une fracture du temps, et je voulais savoir pourquoi le 11 septembre a pu avoir lieu de telle sorte. Et ça, c'est l'argumentation principale que j'ai faite, que la télévision a été prise en otage ce jour-là par les terroristes. Et justement, j'ai essayé d'aligner ces lignes du temps, dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire des technologies, c'est une ligne du temps, l'histoire, si on veut, géopolitique, politique, et puis l'histoire aussi, bien évidemment, du journalisme en l'occurrence, et l'histoire du terrorisme qui se réorganise dans les années 90. Et les États-Unis, à ce moment-là, n'étaient pas préparés à une telle attaque, ils se préparaient en fait à une attaque d'armes chimiques, cyberguerre, etc.
Donc voilà, donc j'y vais un peu vite, bien sûr que j'en parle davantage ailleurs, mais c'est juste pour poser en fait les choses. Et pour moi, je vais vous montrer l'exemple. L'argument principal, c'est de dire que le 11 septembre 2001 est un des exemples majeurs pour la fracture temporelle transitionnelle. Donc je le vois moins comme une rupture vers un nouveau régime technico-médiatique configurant l'expérience du temps vécu, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là, après que les événements médiatiques commencent à véritablement changer. Et François Hesbourg en parle pour la géopolitique et terrorisme de l'hyperterrorisme. Bon, Baudrillard l'a peut-être anticipé bien avant toutes ces choses-là, mais c'est un autre débat. Et puis, on sait très bien que c'est par la suite qu'on parle davantage, en fait, des reconfigurations des temporalités, que ce soit dans le journalisme, dans le travail, etc. Aujourd'hui, jusqu'au digital labor et toutes ces reconfigurations-là. Donc, je vais juste voir si ça marche, parce qu'on avait transféré les fichiers. Vous montrer un extrait de la ABC. Donc, moi, que personne n'est sensible à la question. En septembre, une fois, j'avais montré l'extrait et ça avait choqué quelqu'un qui était sur place à l'époque, donc je ne veux pas causer un second traumatisme. There is a report out Donc là, on est en septembre 2001, 8h31, c'est ABC, le Classical Morning Show. C'est juste, il faut que cette pratique, il y a l'incrustation en bas. Là, il y a eu le premier impact, et puis on ne sait pas du tout ce qui se passe. Je vous fais ce résumé. On discute qu'il y a déjà eu une attaque en 93. On commence en fait sur l'horizon du passé pour expliciter le présent. Sauf qu'il y a Don Dailer qui est sur place, mais qui n'a pas la même vision que les autres sur l'attaque. Donc c'était à 9h03 à peu près. Je vais avancer ici. À peu près ici, et je vous laisse juste. Remind you again that there was a terrorist bomb that did go off at the World Trade Center years ago. It was down in the garage level, but we have no reason no indication this could have been related to that. Right. Don Dailer, ABC's Don Dailer, who is on the scene. Don, just give me some description again of what you can see now. What we're seeing, it appears that there is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building. And as fire crews are descending on this area, it does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. I did not see a plane go in. That just exploded. I just saw another plane coming in from the side. You did. That was up. Yes, and that's the second explosion. You can see the plane come in just from the right-hand side of the screen. So this looks like it is some sort of a concerted effort to attack the World Trade Center that is underway in downtown New York. We will see that scene again, just to make sure we saw what we thought. We're going to give you a replay of what we just saw, and I must admit I thought it was some sort of fire equipment coming in or some sort of obstacle. Bon, la suite, on la connaît, c'est l'image qui passe en boucle, et encore ici, la réaction était peut-être la plus immédiate. Il y a sur d'autres chaînes américaines où, en fait, c'est juste les spectateurs qui l'ont vu. Il y a les gens qui n'ont pas forcément réagi. Il y avait juste la boule de feu, etc. Bon. J'ai fait un titre d'illustration. Un peu. C'est plus haut ici. Voilà, je ne sais pas si. Une petite retranscription de ça. Donc, on entend. Il y a Gibson et Sawyer, les deux journalistes qui commente avec Don Dailer qui est sur place, et quand vous relisez, je ne vais pas tout lire, mais ce qui est intéressant, ils réagissent à un événement médiatique en fait. We will make sure to see that scene again, etc., etc. Donc, on avait l'impression que c'était un avion, on ne sait pas trop, et puis Dailer il dit you did, it was obscure from my view, etc. Donc à ce moment-là, dans toutes les retranscriptions que j'ai pu faire, il y a un mélange entre l'expérience médiatique et réelle sur place. Les plus intéressantes, c'est les témoins qui étaient dans leur... j'ai un exemple, et je pense ici, peut-être pas, donc je vais vous le raconter, parce qu'il me revenait à l'esprit. C'est un exemple d'une témoin sur France 2 qui explique, en fait, j'ai vu les images de la télé, j'ai compris que ce que j'ai entendu avant quelques blocs, c'était ça, puis je suis revenue à la télé, puis je suis montée sur le toit. Donc, voilà, il y a vraiment ces moments-là entre perception et événements réels et les temporalités qui sont complètement mélangées. Pour les journalistes, c'était encore autre chose. La plupart du temps, les témoins disaient, vous voyez beaucoup plus que nous. Je suis même sûre qu'à Hambourg, je travaillais sur les chaînes allemandes, vous voyez plus que nous à New York, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe. Bon. Et puis, bien évidemment, ce qui m'avait intéressé, vu que là, il y a une vraie fracture du temps qu'il a, il y a vraiment une prise en otage de la télévision ce jour-là,
c'est l'usage de la fiction comme expliciter ce qui est en train de se passer. On sent que c'est une expérience historique du temps présent, comme j'ai essayé de l'intituler. Et ça, c'est juste quelques exemples. Voilà, New York sombre ici, la partie sud de New York sombre dans un nuage de poussière et de fumée épaisse. C'est Armageddon, une prise de vue d'un malheur qu'on connaît, à vrai dire, jusqu'ici que dans les films. C'était sur la chaîne allemande RTL. Pujadas qui dit « On a du mal à croire que c'est du réel, pas un film de science-fiction. Le pays le plus puissant du monde est en flammes. Regardez les images du Pentagone. » Etc. Bon, ça, c'est aussi sur France 2, donc ça ressemble à ça. Au ABC, un peu plus tard, it's absolutely just a horrible, horrible sight. It is reminds you of the worst kind of effects in movies that, you know, you're reassured watching a movie that's an effect, but this is not. Donc voilà, on a énormément d'exemples comme ça. Il y a un journaliste allemand qui a écrit quelques jours plus tard, c'était repris dans un ouvrage, il dit « Les voix des journalistes qui nous racontent en voix off que les événements terroristes des derniers jours seraient inimaginables et incroyables ne valent pas un rang. Le contraire est vrai, chacun a déjà vu brûler la ville de New York de nombreuses fois, à un tel point que Manhattan, dont la fumée ressemble, après la 10e répétition, à un remake. » Bon, ça je pense que c'est connu par tout le monde. Ce que je vais vous montrer en dernier, pendant les 6 dernières minutes, pour qu'on ait un peu de temps de discussion, c'est un autre exemple dont j'ai parlé l'autre fois, mais que je n'ai pas montré. C'est en fait, j'avais d'autres exemples de la chute du mur, mais ça c'est pas trop grave. Je veux juste vous montrer ça et puis vous l'expliquer plus ou moins après, sans commentaire. On est en direct. Ah non, c'est pas le mais si vous voulez comprendre, j'ai fait juste une gaffe. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été affectées par cela, à New York seulement. Il est 10h pour vous du matin, 10h15 Il est 10h15 exactement à Washington et à New York. Ça veut dire que tout à l'heure, les bureaux étaient ouverts et que déjà les gens étaient au travail. Oui, parce que les Américains arrivent au bureau très tôt, certains au Pentagone, qui vous savez à haut. Bon, je pense que tout le monde l'a vu, c'est presque subliminal, mais ça ne l'est pas vraiment. Oui. Voilà, donc c'est très court. Alors, je vais essayer de faire court. Ah oui, je vais expliquer là. Vous allez voir, vous allez le reconnaître tout de suite. L'extrait que je vous ai montré, c'est l'extrait de YouTube parce que de l'Inatech, je ne pouvais pas l'extraire à l'époque. On voit des extraits de la guerre des étoiles en 1977. Et moi, à l'époque, j'étais dans l'archive, dans la dépendance à Lyon de l'Inatech. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? C'est pas possible. Donc je reviens et puis je fais mes captures d'écran, mes retranscriptions. Et ça m'a préoccupée, et puis c'était, je pense que c'était en 2004, 2005, et puis je trouvais rien sur Internet sur ça. Aujourd'hui, il y a des forums, et puis j'ai retrouvé d'autres informations hier, dont je vous parlerai tout de suite. Et moi, je ne comprenais vraiment pas, je me disais, il y avait peut-être un problème avec l'enregistrement qui a été envoyé à Lyon, à l'INA. Je me dis, en même temps, ça ne se peut pas, c'est juste une copie. Et puis, je suis allée après dans l'archive à Paris pour confirmer qu'ils ont le même enregistrement à Paris. Et en fait, c'était vrai. Donc, je vous montre juste, parce que là, c'est l'extrait que vous trouvez sur YouTube, qui existe toujours. Et puis, il y a bien sûr plein de théories de complot. On s'entend sur ça. Je ne vais pas revenir sur la saga, guerre froide, etc. Dans ma retranscription de l'époque, en septembre 2001, donc c'est l'extrait que vous voyez où je l'avais relevé. Je vous montre juste la différence. Ici, l'incrustation en direct du World Trade Center, elle est en bas. Et on a l'incrustation en français, je l'ai eu. Donc, Han Solo qui dit, je l'ai eu. Okay. Dans le vrai enregistrement de l'archive, que je n'ai pas parce qu'on ne peut pas le récupérer comme ça de l'INA, et puis ils ne veulent pas parce que personne ne répond de TF1 sur ces questions. Je les ai contactés, ils n'étaient pas dans la programmation, je suis allée dans l'archive, c'était annoncé nulle part. On a ici, donc là vous voyez tout ce qui est en rouge, je l'avais relevé, puis vous voyez toutes les captures d'écran ici. En fait, ce qui se passe, l'incrustation est en haut. Donc, il y a une différence, un montage qui a été fait sur YouTube et je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi et comment. Donc, c'est resté un mythe barthien très fort. Donc, on ne va jamais l'élucider, je pense. Voilà, donc juste, ça, c'est la vraie version, si vous voulez. Mais ce qui se passe, alors là, je l'ai juste un peu plus en grand, je l'ai sorti. Donc, on entend, il est 10h chez vous. Au lycée Gosset qui dit, il est 10h exactement. Donc là, Star Wars commence. PPDA qui dit, Patrick Poivre d'abord. Cela veut dire que tout à l'heure, les bureaux étaient ouverts et puis ça continue. Et lui, il ne réagit pas. Donc, vous le voyez dans la retranscription qui est en rouge, il parle complètement d'autre chose. Et moi, je pensais aussi halluciner. En 2006, il y avait sur un forum quelqu'un qui l'avait vu. Je pense que je n'aurai pas le temps de le lire, mais quelqu'un avec un pseudonyme très bizarre reparle de cette histoire. Il dit, j'avais vu ça, ça a quand même créé une rupture, je ne comprenais pas. En fait, ça a vraiment créé une forme de fracture à l'intérieur même du récit qui se répétait. C'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui.
Et là, j'ai regardé, en fait, il y a quelques jours, il y a Star Wars et TF1, explication sur l'erreur de régie du 11 septembre 2001. Quelqu'un revient là-dessus, il va nous donner une leçon sur 1977, VHS, telle ou telle version de Star Wars, la guerre des étoiles, etc. Mais qui travaille comme si la vraie source était la version de YouTube, qui n'est pas la bonne. La bonne véritable est celle qui était en archive sur TF1. Donc là, c'est relativement intéressant en ce sens-là. Non, c'était d'autres exemples. Et là, je reviens juste ici. C'est ça. Et enfin, ça fait partie d'une mini-fracture lors même de cette médiatisation lors du 11 septembre 2001. Et ce qui, je pense, est intéressant, c'est un peu ce que dit Ricoeur aussi par rapport à la question du récit historique. Il parle constamment aussi de la notion de la fiction qui présente. Et ça, par la suite, continue. En septembre 2001, a été beaucoup travaillé dans la fiction même, mais pendant la médiatisation, le jour, la matrice cinématographique d'un point de vue récit est très, très présente, entre autres, bien évidemment. Et peut-être pour conclure, je reviens juste... ici sur le... Non, mais en fait, je remonte. Je n'ai pas l'habitude ici. Donc, peut-être ici, ce modèle n'est pas du tout complet et on peut tout à fait le critiquer. Mais je pense qu'en travaillant sur l'archive et dans un horizon aussi de longue durée en tant que chercheur en médias et en communication, j'essaie de le faire pour la plupart des événements sur lesquels je travaille d'un point de vue de la médiatisation. C'est de chaque fois, c'est pas uniquement l'histoire des technologies qui est intéressante ou l'histoire des médias et pas seulement de comment on parle de l'histoire dans les médias, genre dans les documentaires ou films hollywoodiens. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'enchevêtrement au moment quelles dispositions technologiques peuvent rendre tel ou tel récit possible à un moment donné. Et il est très très clair qu'avec les évolutions des années 90, en quelque sorte, les médias se sont posés leurs propres pièges parce qu'ils ont travaillé avec l'avènement des chaînes en continu à être dans un direct tellement absolu que le jour où il arrive, ils ne les maîtrisent plus et puis ils ne maîtrisent plus le temps. Et je vais conclure sur ça et garder le reste peut-être pour la discussion. Voilà. Je ne sais pas si tu veux venir sur tes propres conclusions, mais... Ah oui, c'était là la citation de Ricoeur que je ne trouvais pas, je vais juste la laisser. Alors, juste ajouter peut-être l'idée que, en fait, les gens qui présentaient dans les journaux, ils ont été pris dans une durée qu'ils ne maîtrisaient plus. Ah, ils étaient témoins. Donc, pris dans une durée, ça veut dire que le temps n'est plus historisable. Tout à fait. Donc, la mémorise de Ricoeur ne fonctionne pas du tout. Donc, on est quelque chose quasiment peurtien entre la premièreté et secondiété, si on veut, parce que ça va se discuter aussi, mais en tout cas, il y a une triade qui est brisée, en fait, à ce moment-là, à mon sens, qui ne fonctionne pas. Priméité, enfin, je veux dire, c'est une sorte de priméité, parce qu'ils n'ont pas de contact direct avec l'événement, comme tu l'as dit, donc... Et ça prend vraiment quelques heures. On avait travaillé à l'époque avec un collègue allemand sur ça, sur la notion de ritualisation du récit journalistique, et ça prend à peu près 5, 6, 7 heures avant qu'il y ait les premiers véritables récits qui sortent. C'est pour ça que les retranscriptions ne ressemblent pas à grand-chose, parce que c'est juste... une longueur de capture d'écran et puis de texte qui n'a pas de début, pas de fin. Donc, on n'est pas du tout dans la possibilité de récit selon Ricoeur à ce moment-là. Bon, je crois que c'est à vous la parole maintenant. Pas. Allez, il nous reste un quart d'heure, oui. Non, c'était plus un témoignage parce que j'avais donné un cours, c'était parmi mes premiers cours, quelques jours après, en septembre 2001, qui portait sur la question des cultures médiatiques françaises. C'était quoi, pardon, j'ai pas entendu le début? Comment? Oui, non, c'était un cours que je donnais à les étudiants, mais ok, pardon. Oui. Quelques jours après le 11 septembre. Et la question était de savoir comment on pouvait reconstituer la chaîne des événements. Comment cette chaîne des événements s'était structurée au fur et à mesure du temps. Et on voyait bien qu'il y avait effectivement, on avait constaté, j'avais fait pas mal de compilations d'images, etc., de récits médiatiques, pour leur montrer effectivement que sur le coup, il y avait quelque chose qui était tellement inconcevable, tellement absurde, qu'il y avait effectivement, et c'est vrai, pour ceux qui le faisaient vraiment en direct, en tout cas les médias américains, une difficulté à penser effectivement ce qui se passait sous leurs yeux, et une difficulté aussi à recomposer la chaîne des événements. Et donc il a fallu un certain temps effectivement avant de pouvoir reconstituer cette chaîne des événements, et ceci dit, la reconstituer, ça ne donnait pas plus d'éléments d'explication.
Et donc, on travaille là-dessus en se disant, effectivement, il y avait là, par rapport au récit médiatique, à un moment, une impossibilité à expliquer, malgré ce travail dans la Constitution, à expliquer ce qui s'était passé, à pouvoir effectivement s'appuyer sur cette chaîne des événements pour essayer effectivement de faire un travail d'interprétation, d'explication. Donc après, effectivement, donc c'était assez intéressant justement sur ce rapport au temps. Et c'était, sachant que là, c'était quasiment sur le vif, puisque c'était, je crois, que 5-6 jours après, effectivement, que ce soit arrivé. C'était un de mes premiers cours en amphi. Voilà. Mais c'était plus un témoignage, mais c'est vrai qu'il y avait cette impression, effectivement, d'un flou médiatique, et le fait aussi qu'on était dans cette répétition d'images, bon, ça a été beaucoup discuté, effectivement, on a beaucoup écrit là-dessus, effectivement, cette redondance des images, donc une forme de remake. Étant donné que tout le monde ne connaît pas tout le monde, ce serait bien de se présenter aussi. Donc, oui, moi je suis Pascal Ricot, maître de conférence à l'Université de Tours et actuellement chercheur invité au CRISIS à l'UQAM. Dans le cadre d'un projet de recherche qui porte sur Radio-Canada, et je travaille sur les questions. Je m'intéresse aux temporalités médiatiques, justement, à l'impact effectivement de la numérisation sur les pratiques professionnelles, les pratiques des professionnels de l'information et le rapport au public. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a un aspect, alors que j'avais évoqué, alors du coup, il y avait un congrès avec CREA, qui valait ce qu'il valait, c'est un gros truc, qui parlait effectivement du temps des médias, des discontinuités présents. Oui, j'y étais aussi, je crois. C'était à Prague, et il y avait effectivement, et là j'avais parlé effectivement par rapport au journalisme de desk, de la manière dont effectivement le rapport au temps était transformé pour les journalistes, et notamment le temps consacré, parce que je parlais des journalistes radio, consacré au son, et comment effectivement ça a parlé. On pourrait échanger sur ça avec plaisir. On avait avec Jean-Baptiste Cambi un projet sur lemonde.fr et leur cap desk. Donc, on pourrait échanger sur ça. Et il y avait déjà une autre intervention, justement. Merci beaucoup pour les deux présentations. En fait, c'est pas tant une question formalisée, mais deux cas de figure auxquels j'ai pensé pendant que tous les deux vous vous exprimiez. Le premier cas de figure, c'est la pratique du vlog. Donc, c'est une pratique très répandue chez les adolescents qui consiste à se filmer. Il y a quelque chose de très quotidien, une mise en scène de soi, une narration de soi, de l'anodin que l'on va filmer. Et c'est un type de publication qu'on voit beaucoup sur YouTube et dans d'autres plateformes vidéo et qui rejoint énormément les publics adolescents. Puis je me disais que dans cette réflexion que vous aviez sur les différentes lignes de temps, par exemple, là, il y aurait clairement une ligne de temps qui relève de l'innovation technique, probablement une autre qui relève des techniques de soi ou de mise en narration de soi, peut-être une autre qui serait sur les genres télévisuels comme tels. Donc, j'aurais eu juste envie peut-être de voir ce que vous aviez en tête par rapport à ça. Et puis, l'autre cas de figure qui m'est venu en tête, c'est pendant que Katharina s'exprimait, sur ces événements qui reconfigurent le nouveau régime technico-médiatique, j'adore l'expression, je pensais à la tuerie de Parkland en Floride, où pendant la prise d'otage, il y a un étudiant du journal étudiant qui a fait une entrevue avec une collègue. Ils étaient, je pense, barricadés dans un garde-robe, un truc du genre. Donc, il y a une espèce je revoyais ton schéma, puis là, on est à ça, en fait, où les journalistes se seraient couverts en direct. C'est comme une absurdité on n'est pas du tout dans la mise en récit, on est dans la transmission de quelque chose de l'immédiat. Donc, dans les deux cas, c'est pas des questions claires, c'est plus des cas qui, je pense, nous amènent à déplier différentes problématiques en lien avec ce que vous avez présenté. Donc, j'aimerais juste vous entendre sur ces deux choses-là. Ah oui, je me suis présentée. Oui, tout en sachant que... Mélanie Millette, je suis au département de communication sociale et publique, je suis professeure. J'ai pas réfléchi à cette question-là du tout, donc c'est une réponse comme ça au dévoté. Vous avez esquissé des lignes de recherche, des lignes de temps de recherche, des lignes de recherche sur le temps, qui me semblent vraiment pertinentes. Et c'est sûr que l'expression de soi, quand même, aujourd'hui, commence à avoir une histoire qui est très très intéressante.
question que je me poserais, moi, c'est par rapport à tout ça et par rapport au journal, par rapport à tout ce genre de pratiques. Malgré tout, là, on est à un moment où on peut se demander si on n'est pas à quelque chose qui fait à un point origine. Parce que au niveau du texte écrit, il y a le blog, mais qui fait aussi image. Mais au niveau pur de l'image, qui peut-être m'intéresse, je connais le plus, on voit des choses se passer qui sont tout à fait inimaginables. Le selfie, par exemple, hein, voilà, la mise en scène de soi continuelle, une histoire continuelle à partir de selfies successifs qui dressent une série de portraits à partir de lieux et de gens à partir desquels on se trouve. Tout à fait, en fait, une espèce de recentration sur soi de sa propre histoire, parce que l'histoire, comme Philippe Lejeune l'a montré, le journal, l'autobiographie nécessite quand même une mise en application du jeu est un autre de Rimbaud. C'est obligatoire. Voilà. On est obligatoirement deux. Il me semble que toutes ces pratiques, au contraire, sont je et je. Hein, une affirmation continuelle du je ou du moi qui est extrêmement forte et que les selfies en particulier prédominent. Est-ce que à partir de cette réflexion-là, j'aurais à me poser, moi j'aimerais me poser la question de savoir si on n'est pas à un moment rupture dans cette histoire de l'expression de soi, en ce moment où la technologie numérique, ayant démultiplié les possibilités, finalement, les a ouvertes vers quand même une autre conception de soi-même qu'on a eu pendant très longtemps, dominée justement par l'autoportrait, qui soit pictural d'ailleurs, qu'écrit. Moi, je vais essayer de répondre aussi sur les deux. Je sais que tu travailles beaucoup sur les blogs et les représentations en ligne. Je pense aussi... moi, je pose chaque fois la question, je l'ai faite cette année aussi aux étudiants au bac, dans le cours. Puis, je leur ai demandé comment ils conservent leurs souvenirs et s'ils sont nostalgiques du premier temps du web, et ce qui s'est passé avant. Et puis, il y en a beaucoup qui me disent, oui, justement, moi, j'en ai marre d'apprendre des choses sur Facebook et en ligne, je ne vois plus mes amis. Et donc, il y a quand même... pas un regret, mais il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça. Et par rapport à ta question, je me dis, est-ce qu'à travers quelque chose qui est très journalier et qui devient un rituel, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de se créer une sorte de densité personnelle historique qui est continuée, mais qui n'est pas précadrée par Facebook, qui est une plateforme quand même très spécifique, mais qui est en blog, qu'on peut gérer soi-même, on peut créer sa propre... Pas complètement, il y a aussi des templates, bien sûr, on ne code pas tout soi-même. Donc je pense qu'on est peut-être dans quelque chose qui va aussi contre l'accélération sociale. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'approche de Rosa non plus là-dessus, parce que les médias et les nouvelles technologies permettent justement de faire coexister différentes strates temporelles. C'est Emily Keightley qu'on avait montré au début. L'ouvrage, elle en parle vraiment très très bien dans son introduction. J'aime beaucoup l'introduction de l'ouvrage Time, Media and Modernity. Je l'ai au bureau si jamais. Où elle revient un peu sur Koselleck, qui est faite sur les strates historiques, qui propose par rapport à la réflexion de l'histoire, mais elle les pense un peu par rapport aux médias technologies pour introduire l'ouvrage. Et je trouvais peut-être c'est ça, peut-être une manière de considérer ce petit espace temporel, peut-être des jeunes blogueurs et blogueuses. Et pour l'autre exemple, je pense que ça fait partie justement de ce qui se passe après cette forme de transition ou fracture, c'est-à-dire on a quelque chose qui est tellement immédiat qu'on n'arrive pas à cerner, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et en même temps, qui rend une possibilité de visibilité à un moment donné, d'interférer dans l'événement même. Donc il n'y a pas juste un discours politique qui va définir l'événement. Le 11 septembre, au moment où on a accepté en fait que c'est un événement terroriste, c'était juste à partir du moment où Bush a fait sa première conférence de presse. Avant, on restait dans l'usage grammatical, vraiment dans le subjonctif et dans une présupposition, et c'est après. Et je pense que là, on a quelque chose qui est comme quelque chose qui se pose en amont parfois d'un discours politique officiel, etc., qui peut, en quelque sorte, faire une subversion à l'intérieur du discours médiatique. On est quelque chose qui est très, très direct et pas du tout configuré encore. Et je me souviens un peu dans le même état d'esprit que l'exemple que tu donnais quand il y avait des attentats à Paris. Nous, on se trouvait dans un moment où on n'avait pas accès aux médias, nos téléphones ne fonctionnaient pas, on ne savait pas ce qui arrivait, on recevait des messages, on ne comprenait rien. Et puis, plus tard, j'ai vu que quelqu'un m'avait marqué en sécurité sur Facebook, je ne l'étais pas. Donc, vous voyez en fait les différentes strates qu'il y a autour d'un événement.
qui peuvent arriver, que finalement, quand on n'a pas l'accès médiatique, ben, on n'en sait pas grand-chose parce qu'on est plus ou moins dedans. Donc, moi, ça m'a complètement changé ma perception par rapport à voilà, quelque chose sur lequel que je travaille. Et je pense qu'il y a un peu voilà aussi voilà, tout ce qui est une forme de hashtag qui peut se créer autour d'un événement, mais est-ce qu'on accède vraiment à la réalité de l'événement ou on y accède vraiment juste par petits morceaux chaque fois en fonction de la médiatisation, l'accès qu'on peut avoir, ou il y a le contact des personnes qui nous entourent. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui est quand même pas complètement novateur, mais la place de l'amateur qui est bien sûr importante, plus importante qu'avant. Mais... On a une troisième intervention ici, mais Arnaud, à l'Université Laval, qu'est-ce qu'il en est de votre côté? On a fait le tour, mais on n'a pas de questions particulières à rajouter par rapport à celles qui ont été déjà posées. Merci beaucoup. On avait une intervention ici aussi. Oui, donc Chloé Tremblay-Goyette, maîtrise en communication internationale et interculturelle. Donc tout à l'heure, vous avez parlé d'entrecroisement entre histoire et fiction. Et je me demandais, dans le fond, comment est-ce que l'événement entre dans la fiction? Vous en avez parlé un peu, mais ultérieurement, je me demandais si la fiction, dans le fond, dans la façon dont elle est intégrée, notamment dans Hollywood, dont vous parliez, et lorsqu'elle entre, dans le fond, dans la culture populaire, est-ce qu'il y a un peu, dans les mentalités, une réinscription, une réécriture de l'histoire, selon les personnes, la façon qu'ils perçoivent l'événement par la suite? C'est sûr, c'est sûr. Il faut vraiment comprendre la fiction comme participant à l'écriture du réel, à l'écriture de la réalité. Bien qu'en fait, les exemples sont nombrables, ils sont innombrables, je veux dire, de ce point de vue-là. Le western, par exemple. Le western, c'est une écriture de la conquête de l'Ouest, entre guillemets, de l'homme de la frontière, etc., qui, pour les historiens de cette période, est fondée sur un ensemble d'erreurs, de faussetés, de mauvais jugements qui sont absolument innombrables. Et pourtant, à travers le western, c'est par le biais du western que un récit de la conquête de l'Ouest s'est élaboré aux États-Unis. Les historiens l'ont très très bien montré de ce point de vue-là. Donc en fait, là, il y a vraiment on ne comprendrait pas pourquoi on s'intéresse à la fiction si elle était complètement séparée de ce qui fait notre réalité. Ça deviendrait une question insoluble. C'est parce que, comme les théoriciens des mondes possibles, justement, des univers fictionnels l'ont bien montré, parce que les univers fictionnels sont construits à partir de ce qu'ils appellent de bases réelles, que finalement, ils en viennent à nous intéresser. Donc, qu'il y ait interpénétration, qu'il y ait prédiction, qui nous semble-t-il par certains ouvrages de fiction, qu'il y ait au contraire pénétration des uns dans les autres, ça me semble quelque chose qui arrive sans discontinuer, je dirais. Surtout aujourd'hui où le domaine de la fiction populaire s'est tellement élargi, participe à tous les genres, aborde tous les sujets, que véritablement les choses sont absolument extraordinaires. Bon, petite histoire. Pour illustrer ça, en 1969, je ne me rappelle plus quel réseau, disons que c'est CBS, crée une série avec des agents du FBI. Elle est bien reçue, tout le monde trouve ça normal, c'est une série où il y a 2 agents du FBI, ok, très bien. Sauf que l'un des 2 agents héros du FBI est noir. Et qu'en fait, ça n'existe pas dans le FBI de la réalité. Et en fait, finalement, 3 années après, le FBI a engagé des agents noirs parce qu'ils avaient vu que la série, les gens trouvaient ça normal et que il fallait faire ça, etc., etc. Donc en fait, là, tout d'un coup, c'est en regardant la fiction que le FBI n'est pas plus réel que le FBI, quoi, vraiment, engage, réagit et finalement se met à faire ça. Voilà. Et si on se penche sur l'histoire de la fiction, c'est continuel. Sans arrêt, on voit ce type d'interpénétration. Et ce qu'a montré d'ailleurs Katharina avec l'intervention de Han Solo dans le 11 septembre, je veux dire, quoi de plus normal? Oui. Et je remarque que, comme tu l'as montré, innombrables ont été les commentateurs qui ont dit c'est à croire qu'ils aient été inspirés par la science-fiction récente. Et probablement, je veux dire, c'est vraiment, rien n'est. Donc de ce point de vue-là,
De mon point de vue, la réalité se compose du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Des trois. Et nous fantasmons vraiment, nous avons des vraies imaginations en réel. Je veux dire, ça fait partie les fictions qui font partie de l'imaginaire, eh bien, elles font partie de la réalité, oui. Il n'y a pas d'étonnement à avoir de ce point de vue, me semble-t-il. Il faut écarter Platon, là. Il faut écarter Platon et tous ses descendants. Et on peut peut-être y rajouter qu'on avait travaillé avec les étudiants sur les élections, avant les élections en fait, finales, les 4 candidats et d'autres, les élections primaires aux États-Unis, où on a vu qu'en fait Trump était vraiment réel dans la fiction. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur House of Cards, sur les Simpsons, etc. Et aussi Trump comme Darkwater, il était beaucoup plus crédible dans la fiction en fait, qui tournait autour dans les élections primaires que dans le vrai discours d'information, je le mets entre guillemets. Et puis, il y a eu un grand projet d'ailleurs ici à l'UQAM, c'était il y a quelques années où j'étais venue à un colloque, mais c'était en littérature, ça s'appelle le Lower Manhattan Project. Je pense que c'est Bertrand Gervais. Ils avaient un projet sur en fait, la continuité de l'événement du 11 septembre dans la fiction, les romans, théâtre, films, séries, etc. C'est encore en ligne, ce site web, et qui montre très bien aussi. Et puis peut-être c'est un élément qu'on peut ajouter à ce qu'a dit Jean-Pierre quand il s'agit d'un événement qui est traumatisant. C'est une forme de pansement qui peut se poser, pas quelque chose qui fait aussi travailler l'événement. Puis il y a eu tellement de séries post-9/11, il y a pas mal de travaux sur ça, comme sur Lost, où c'est un peu implicite, plus ou moins implicite quand même, c'est assez explicite dans Lost, mais d'autres séries où c'est très très clairement un événement qui fait partie de la diégèse comme événement réel qui est intégré dans la fiction, et dans d'autres où c'est plus dans un sous-entendu, genre dans Dexter, par exemple, où on a le Neighborhood Watch, etc. Donc toute forme de politique réelle qui existe, mais qu'on ne va pas vraiment parler du 11 septembre. Donc il y a ces éléments-là, je pense qu'on peut retrouver. Et le Lower Manhattan Project, ils avaient fait une belle base de données, c'est pour ça des ceux qui s'intéressent. À l'inverse, Homeland est une série qui essaye de coller sur la situation politique américaine. Et juste avant les élections américaines, ils ont fabriqué la saison 6 ou 7, enfin la dernière saison de Homeland. Et en fait, ils ont fabriqué la série sur l'hypothèse que Mme Clinton allait passer. Et en fait, on voit, ils montrent une situation absolument extraordinaire sur l'élection de Mme Clinton, et on voit qu'ils ont été complètement dépassés au plan de l'imaginaire par l'arrivée de Trump et de tout ce qui est arrivé ensuite. Dans Homeland, en fait, on arrive à une situation politique relativement, qui est compréhensible. Et vraiment, je suis absolument, j'ai envie de voir la saison suivante de Homeland pour savoir comment ils réagissent effectivement à cette situation qu'ils n'ont pas prévue, qui a dépassé leurs imaginaires au moment de préparer cette série. On a dépassé l'horaire, mais est-ce qu'il y aurait une dernière intervention? C'est le moment ou jamais. Je me lance rapidement. Ça sera la dernière. Je vais essayer de faire ça de synthétique. C'est intéressant comment dans vos deux présentations, les temporalités sont vraiment alimentées, liées, interdépendantes aux événements. Je me demandais qu'est-ce qui a amené des temporalités sans événements, en fait. Les chroniques. Quelle place on laisse à ça? Quel est leur rythme? C'est un peu comme les blogueurs que disait Mélanie tout à l'heure en Bixer, quand la temporalité c'est une forme de routine en fait, ou l'événement, moi je peux répondre. Tout petit mot, chez Benveniste, on trouve dans un article qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment d'ailleurs là, juste, où il dit en fait une manière de penser le temps humain, une manière qui est fondée sur la régularité, des formes de calendrier, le commun, la chronique, le blog, etc. Et une manière qui est historique au sens de l'histoire classique, qui semble de raconter des termes. Il me semble que ce que vous proposez comme situation, c'est un rapport entre les deux temps, entre ce temps de la régularité du jour et du jour qui passe, et donc des jours qui passent, de la régularité du calendrier, et cet autre temps qui est celui d'événements qui sont très importants à l'intérieur d'un calendrier. Et c'est ce rapport entre les deux, je crois, qui fait l'explication de toutes ces... D'abord de l'histoire du temps long, l'histoire des populations, au contraire d'un temps très court,
Le Roi du Riz ou d'autres auteurs comme cela. Et puis, histoire événementielle. L'article de Benveniste est très utile de ce point de vue-là. Je retrouve le titre. Non, et puis c'est une question excellente parce que finalement, parce que oui, parce qu'il y a c'est vraiment très difficile quand on veut définir le temps, ça marche pas. On s'entend. Puis là, on n'avait pas évoqué toute l'importance qu'il y a par rapport à l'espace aussi. Évidemment. Mais je pense peut-être ce qui est intéressant, on peut peut-être faire le lien entre les deux aussi, c'est quand on parle de rupture ou fracture, qui est à nouveau plutôt macro. C'est intéressant d'observer après comment justement ça se passe dans le quotidien. Et je pensais maintenant comment ça s'intéresser davantage aux usages des médias, des temporalités. Comment c'est innerve de façon de plus en plus claire en fait la vie quotidienne. C'est dommage, Mélanie, je pense que c'est pas dommage, elle a dû partir, je pense, Mélanie, mais l'exemple des blogs, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire comment créer une routine à l'intérieur de ça. Je pense que c'est vraiment aussi ces strates dont parlait Émilie Keightley, donc le temps individuel, humain, plutôt famille, groupe, amis. Puis après, le temps journalistique. Puis, il y a un autre article que je trouvais bien, c'est dans la rue 20e siècle, Histoire de Boyer, qui n'a rien à voir à la base, mais qui parle en fait des crises financières et des temporalités qui ne marchent plus du tout ensemble. Et Claude Dubar aussi en parle, qui essaie vraiment aussi, mais il ne parle pas vraiment des technologies des médias, comme c'est souvent malheureusement le cas, que j'ai trouvé assez intéressant par rapport à ça. Et puis il y aura de quoi à faire. C'est pour ça qu'il y a 4 tomes aussi qui sont sortis du congrès de la SFSIC. Donc je pense qu'il y a de quoi à faire sur cette question-là aussi. Ouais. Alors je crois que il est temps, j'allais dire, de vous remercier. Merci beaucoup. Je vais peut-être conclure tout à fait en faisant référence aux écrits justement qui sont sous mes yeux. Alors pour Katharina, en fait, elle nous a recommandé la lecture de l'article Designer l'âge d'or, médias et nostalgie d'un espace et d'un temps adoré, le A étant entre guillemets, qui est paru dans la revue Le Temps des médias récemment, 2016, et puis un article un peu écrit précédemment, 2011, qui s'intitule « De la chute du mur de Berlin au 11 septembre 2001, le journal télévisé des mémoires collectives et l'écriture de l'histoire ». C'est la revue Antipode. En fait, c'est un livre. Ah, c'est un livre. Alors, c'est parce que... c'est pas grave. J'aurais pu en faire juste un article, ça aurait été pareil, en fait. Donc, la référence à la revue Antipode doit être fausse. Oui, c'est l'éditeur Antipode à Lausanne. Mais... C'est l'éditeur. Voilà. Je sais pas. Merci d'avoir corrigé. C'est pas du gros d'importance, mais c'est juste au cas où. Quant à Jean-Pierre, donc, alors là, je pense que c'est un ouvrage, son dernier ouvrage, donc, c'est l'analyse de film avec Deleuze, qui est paru en 2017 aux éditions du CNRS ou CNRS Éditions. Et puis par rapport à la thématique donc, de leur intervention d'aujourd'hui, Machine sérielle et montage du temps, paru à la revue Télévision. Et là, il s'agit bien d'un article et non pas d'un ouvrage. Oh, tout à fait. Voilà, merci encore à vous deux. Merci donc Arnaud à l'Université Laval. Si je peux permettre aussi. Vas-y. Le film noir, donc, qui est paru au CNRS Édition aussi. Voilà, et là-dessus, vous allez pouvoir changer de temporalité en retrouvant le soleil qui va nous changer de cette salle. Nous sommes quelques-uns avec mon permis 9h30 ce matin.